Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à Espace Républicain, cet espace que vous commencez à aimer. Nous sommes très heureux des réactions multiples que nous avons enregistrées depuis nos 2 premières émissions. Nous sommes aujourd'hui à la 3e édition et c'est avec joie que nous venons vers vous. Il y a quelques mois, d'ailleurs en se basant sur un prescrit de la Constitution, le gouvernement de la République avait procédé au découpage territorial, faisant de 11 provinces, nous sommes passés à 26 provinces. Cette question assez difficile a rendu les experts inquiets. On se demandait comment on allait vivre avec 26 provinces, alors que les 11 qui sont présentes n'étaient pas viables. Plusieurs débats ont été menés dans le pays. Certains disaient même que c'est des provinces mort-nées. Vous connaissez très bien ces débats. D'autres ont dit allons-y. Dans cette même perspective, il y a eu 2 décisions. La première, celle de doter ces provinces des animateurs. La Cour constitutionnelle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles. Ces derniers a préféré choisir et nommer des commissaires spéciaux. Il y a eu donc un tollé général au niveau d'un certain nombre d'opinions qui disaient que c'était une mesure anticonstitutionnelle. Ça, je vous le rappelle. La polémique a enflé et puis, toute raison gardée, quelque chose s'est passé dans l'espace public. On a vu quand même la décision de la CENI d'organiser les élections des gouverneurs. Aujourd'hui, nous avons donc 26 provinces avec des élections qui ont eu lieu, je crois, dans presque 21 provinces. Les gouverneurs sont venus dans la configuration des anciens districts qui sont devenus aujourd'hui des nouvelles provinces. Le découpage territorial a donc eu lieu et les animations ont commencé. Nous avons constaté, c'est ça l'objet de l'émission d'aujourd'hui, que pendant une période, quelque chose a bougé dans nos provinces. Malgré que c'était une forme provisoire, malgré que c'était des commissaires spéciaux qui n'avaient pas peut-être des comptes à rendre aux assemblées provinciales, mais quelque chose a bougé, des réunions se sont faites pour animer ces provinces. On se pose la question aujourd'hui à Espace Républicain, quel atout est-ce que les provinces, les découpages pouvaient servir de déclencheurs pour activer ce pays vers le développement? Voilà, mesdames et messieurs, cette relative longue introduction qui me permet de présenter mes amis aujourd'hui. Je commence donc par votre extrême droite, mon extrême gauche, Bruno Mbolisson, qui est un habitué déjà de Espace Républicain. Il est directeur exécutif d'Atlantic News. Il est aussi producteur d'une émission qui s'appelle Après la plénière sur la RTNC 3. Bruno, merci d'être là. Merci Willy, bonsoir. Ça se passe très bien? Très très bien. Voilà. À côté de Bruno, une icône maintenant des médias, Joachim Diana, éditeur de La Colombe. Diana, on ne le présente plus. C'est un homme qui veut assumer ses propres convictions. Diana, bonsoir. Bonsoir, Willy. Merci donc. John Ngombois, directeur des informations sur Antenne A. Bonsoir, John. Bonsoir, Willy. Et c'est lui qui n'était pas là depuis le début parce qu'il était en voyage. Et nous, là, entre 2 avions, vous savez, lui, parfois nous ferons des émissions en bas à l'aéroport parce qu'il faudra les libérer pour qu'il aille ailleurs. C'est Jérôme Sekana, directeur général de l'agence Galaxy Media. Jérôme est un spécialiste des questions économiques, mais Jérôme est aussi un spécialiste des questions politiques, même s'il ne les dit pas. Il suit l'actualité et un globe-trotter. Jérôme, merci donc de votre première participation à Espace Républicain. Merci de m'avoir invité. Merci. Et José Nawej, le philosophe maison, éditeur du Forum des As, je peux me dire les dialecticiens, parce que José, c'est lui qui essaie d'aborder les choses en allant de ses convictions de gauche, d'homme de gauche. Le cœur continue à battre à gauche. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Voilà, vous connaissez les panels. C'est un panel qui a comme seule ambition de réfléchir de manière républicaine. Nous avons en partage l'amour de notre République. La République est une forme de vie en communauté qui demande que nous puissions la protéger. Voilà, je reviens donc à vous, chers amis. Nous allons essayer de débattre cette question du découpage. Je vous ai tout à l'heure rappelé qu'elle était à un moment donné à l'origine polémiste, mais ça ne vous a pas empêché, vous, d'observer le frémissement dans les provinces. Alors d'abord, essayons d'aller, quel est l'état des lieux aujourd'hui dans les nouvelles provinces? Qui a été élu? Qui fait quoi aujourd'hui?
Qui est-ce que vous connaissez? Qui est celui à qui vous avez parlé? Comment se portent ces 26 provinces, surtout celles où il y a eu élection? Je ne sais pas qui commence, Mbolisson. Merci beaucoup, Willy. Je crois que, avant toute chose, il ne me paraît pas superflu de préciser à l'intention du public et de nous rappeler que la concrétisation des 26 provinces n'est pas une décision qui est tombée comme un cheveu dans la soupe de la part du gouvernement central ou du président de la République. Je crois qu'il est fondamental de le rappeler que l'idée d'avoir 26 provinces, de passer de 11 à 26 provinces, était déjà formatée à l'époque de la conférence nationale souveraine des années 1993. Et cette idée a été renforcée par le dialogue intercongolais de Sun City qui a abouti à l'accord global inclusif, qui a pratiquement préparé et fait le matelas de la constitution que nous avons eue en 2006 et qui a décrété en son article 2 que la République démocratique du Congo devait être constituée de 26 provinces et on les a énumérées. Donc ce qui s'est fait il y a quelques mois, c'est l'aboutissement d'une décision qui a suffisamment germé dans les chefs de l'élite, mais également de la population. Parce qu'aujourd'hui, il faut considérer que la tendance mondiale, on considère qu'un pays est bien gouverné quand l'idée de la décentralisation est correctement appliquée. On peut démontrer que quelqu'un qui est lui-même président de la République ou roi, mais qui dirige en carrière solo, c'est un mauvais dirigeant par rapport à celui qui s'est fait entourer d'un gouvernement. Vous vous rappelez des critiques qu'on a formulées contre le président actuel du Nigeria, qui après 6 mois, pratiquement une année après son élection, n'avait toujours pas de gouvernement. C'est un très mauvais exemple. Donc la décentralisation aujourd'hui, avec les régionalismes politiques qui consacrent la répartition de la RDC en 26 provinces, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup de choses et il y a des nouvelles données qui montent en surface. On peut aujourd'hui considérer que, alors qu'on disait que le Katanga était la plus vaste des provinces, coude à coude avec la province orientale, ça change aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la province de la Chopo qui a comme chef-lieu Kisangani, qui est la plus grande province. Elle est suivie du Bas-Zouélé en termes de superficie et en 3e position, on trouve les Tanganyika. Et donc la Chouapa ne vient qu'en 4e position. Alors que sur le plan démographique, même sur le plan, je reste sur le plan de la superficie, le Kasaï oriental, qui pouvait se positionner en 8e position, aujourd'hui se trouve être la dernière des provinces en termes de superficie, moins vaste que même Kinshasa, la capitale. On dit que c'est un petit mouchoir là, voilà, au milieu du pays. Oui, mais pas moins vaste que Kinshasa. Oui, moins vaste que Kinshasa. Mais plus grand que les Rwanda, toujours. Voilà. En termes sur le plan démographique, ce n'est plus le Kivu plus dans sa globalité, enfin le Kivu a déjà subi le découpage dans les années 80, qui est la province la plus peuplée. La plus peuplée des provinces, c'est Kinshasa pratiquement, qui est suivie en 2e position du Nord Kivu, et je crois en 3e position vient le Kwilu, entre le Kwilu et l'Ituri, coude à coude. Donc ça, c'est quand même des données que maintenant la population est obligée à maîtriser. Des données qui changent beaucoup, surtout dans la répartition même des sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale. Voilà, à l'Assemblée nationale. Les Maniema, par exemple. L'impact est réel. Voilà, pour faire un peu un clin d'œil à Jérôme Sekana, les Maniema, par exemple, on disait une petite province, inutilement gourmande, les Maniema aujourd'hui se placent en 4e position, je crois, en 6e position en termes de superficie. Donc les Maniema aujourd'hui peuvent avoir plusieurs députés nationaux, plus que les Sud-Oubangui, c'est José Makila qui a moins en termes de population, même de superficie. Donc ça change beaucoup de choses, il faudra qu'on s'en habitue. Oui, c'est très bien. Alors nous faisons le tour de table. Je ne sais pas qui prend la parole. Jana? Oui, sur l'état des lieux, la question. Tout à fait. Oui. Je voulais ajouter quelque chose. Lorsque on parle de provinces, il était clair, la Constitution était claire qu'on aura 26 provinces 36 mois après l'installation de la dernière institution. La dernière institution, c'était le Sénat. Alors, beaucoup de gens se posent la question, mais pourquoi aujourd'hui? Comme tout est ramené au fin mandat, on se dit, pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il y a fin mandat. Non.
il était clair. Lorsqu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas directement passer, il fallait des lois, il fallait que le Parlement vote des lois, tout ça. On a mis en place une loi de programmation. C'est pour dire que la Constitution, on peut surseoir par des mécanismes. Donc, les délais constitutionnels ne sont pas des délais, on dit que ce sont des fatalités. Non. On n'est pas passé à 26 provinces au même moment. On a mis en place une loi de programmation qui s'est arrêtée en 2009. Et puis, on a prolongé cette loi-là. Et on devrait obligatoirement, parce qu'on n'avait pas prévu une prochaine prolongation, il fallait passer, et c'est pourquoi on est passé. Donc, ça n'a rien à voir avec d'autres calculs politiciens. Il y a aussi les gens qui se disent, ah, on a fait du Kasaï oriental, la petite province. Non. Les gens du Bas-Congo qui ont aussi, parce qu'on a dit que tous les districts deviennent des provinces. C'était le principe Hassan City. Les gens du Bas-Congo disent, non, districts sont déjà trop petits, nous ne voulons pas le découpage. On a laissé tomber. Au Kasaï, les gens ont accepté le découpage, tout en sachant que le Kasaï oriental va devenir la petite province, la toute petite province. Donc ce n'était pas une volonté de quelqu'un qui a fait, mais c'était la population, les représentants du Kasaï à Hassan City. Même quand on est revenu, ça n'a pas causé. Il y a maintenant un problème au Kwango et au... Il y a, par exemple, l'ethnie Pende de Fèche qui se retrouve au Kwango. En étant au Kwango, ils deviennent des minoritaires. Alors, ils n'acceptent pas cet état de choses-là, au lieu d'être dans Kwilu, où ils seront dans Goumou, ils seront dans la grande masse. Voilà. Maintenant, ils vont devenir une minorité et ils ont peur qu'ils soient brimés. Un peu donc, comme les Balouba du côté de l'Omami. C'est une réalité. Ils estiment qu'ils sont minoritaires. Alors, je constate que tous ces changements dont Bolisson a parlé devraient préoccuper les politiciens. Ça devrait être le débat aujourd'hui, parce que les élections ne se feront plus sur base de structures anciennes. Donc il faut de nouvelles stratégies pour pouvoir gagner. Même personne. Tout le monde est là. Dieu merci, l'espace républicain est là pour rappeler ces choses-là. Voilà. John Wamba, oui, justement, dans le même ordre d'idée, sur la mise en œuvre du régionalisme constitutionnel, nous sommes là pratiquement dans l'installation des institutions. Et il faut avouer qu'il y avait des prédictions assez catastrophiques. Hein. Et nous pouvons considérer aujourd'hui que, un peu comme dans la circulation routière, nous sommes au feu orange venant du rouge et que nous allons certainement vers le vert. Mais cela dit, je pense que nous avons eu en son temps à participer à d'autres plateaux où quand même les choses qui avaient été dites, certaines demeurent pertinentes jusqu'à ce jour. Je voudrais faire une citation ici en ce qui concerne les régionalismes constitutifs. L'existence effective d'une province s'appréhende à travers la réalité des pouvoirs et des compétences que lui confère la Constitution, ainsi que les ressources financières que celle-ci lui a dévolu en vue de remplir ses missions. Fin de citation. En fait, j'ai cité quelqu'un qui avait fait une analyse là-dessus. Nous constaterons qu'il y a, ça sera peut-être certainement les sujets, il y a un réel besoin d'accompagnement de ces nouvelles provinces, mais qu'en même temps, il faut qu'il y ait une impulsion qui provienne de la base. Je crois que ça sera même l'essentiel de notre... Merci John, merci. Donc, Jérôme Sekana, comment vous appréhendez, quel est l'état des lieux de la question aujourd'hui, avant qu'on abordons la faisabilité et à toutes les critiques qui sont quand même essentielles? Vous savez, la décentralisation est constitutionnelle. Peut-être parce qu'on s'y est pris dans la précipitation, on ne s'était pas bien préparé, notamment financièrement, parce que quand vous regardez le budget, aucune rubrique ne prévoyait cela. Ce qui a fait que lorsqu'on a déployé les nouvelles provinces, on devrait chercher comment les alimenter à gauche, à droite. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir le gouvernement négocier ce qu'on appelle un collectif budgétaire. Et le gouvernement est en train même de se déplacer jusqu'à Washington, auprès des institutions de Bretton Woods pour demander ce qu'on appelle des appuis budgétaires qui ne nous étaient plus versés depuis plus de 3 ans.
Donc il se pose ici un problème de moyens financiers pour essayer de prendre en charge les desiderata de nos populations. Rapprocher les gouvernants des gouvernés a toujours été une bonne chose. Et il y a eu peut-être quelques hésitations parce que sur recommandation de la Cour constitutionnelle, ces commissaires spéciaux ont été nommés par ordonnance présidentielle et puis le gouvernement s'est ressaisi. Il fallait donner la tâche à la CENI, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais le problème qui se pose, c'est que ce n'est pas tellement la décentralisation. Le problème, c'est que ces gouverneurs-là, les provinces sont là. Les hommes passent, les institutions restent, tout comme le territoire reste. C'est constitutionnel. Maintenant, la légitimité. Ceux qui viennent d'être élus, ils vont diriger pendant combien de temps? Il y a un silence là-dedans. Est-ce que ceux-là qui les ont élus sont-ils légitimes? Ça, c'est un autre problème. Donc, il y a un devoir d'éclaircissement que nos juristes doivent expliquer, parce que là, nous lançons les pays dans une marche à deux vitesses. Vous avez certaines provinces qui avaient des gouverneurs en dépassement de leur mandat. Je crois que là, attends, sont en dépassement. Oui, et vous avez les autres qui sont élus par des électeurs, des grands électeurs qui sont aussi hors mandat. Alors, comment concilier ça? Parce qu'en principe, nous devons avoir dans notre pays, s'il s'agit des élections locales, nous les faisons sur l'ensemble du territoire national. Des élections des gouvernants, ça s'est fait sur l'ensemble, comme nous les faisons pour les élections présidentielles. Et ça, c'est un enjeu très important. Deuxième chose très importante, c'est que nous devons travailler sur la cohésion. Et c'est pour cette raison que je salue l'espace républicain. Parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes, il y a beaucoup de problèmes déjà à l'intérieur de nos ex-sous-régions. Quand les confrères ont évoqué. Donc il faut essayer de prévenir les chocs qui peuvent surgir à l'issue de ce qui se passe maintenant, en installant, tout en approchant les gouvernants des gouvernés, mais essayer de prévenir les dangers. Voilà l'importance d'une émission comme celle-ci. Et surtout, j'ai comme l'impression que ce soit au niveau de nos institutions, notamment au Parlement et au gouvernement, cet aspect des choses n'est pas encore pris en charge comme il se doit. Parce que nous devons renforcer la cohésion pour éviter... Vous avez la parole. Je vais quand même vous poser une question. Et quelles sont les chances, selon vous, du gouvernement d'obtenir rapidement un contrat avec un programme avec les FMI? Bon, quelles sont les chances? Les problèmes, dans l'état actuel des choses, nous sommes à la fin de cette année. Voilà, c'est pour les 15, hein, nous y allons déjà. Les chances sont là. Pourquoi? Parce que d'abord, le gouvernement de la République démocratique du Congo a fait un grand travail. Il a stabilisé les cadres macroéconomiques. La République démocratique du Congo a été classée parmi les 10 pays réformateurs et tout ça. On a vu, moi j'étais à Washington, j'ai vu les experts du Fonds monétaire international se gêner. Parce que nous sommes en programme avec la Banque mondiale, mais pas avec les Fonds monétaires internationaux. Alors, le succès que récolte la République démocratique du Congo sur le plan international, le FMI n'est pas impliqué. Alors, le FMI voulait que lui aussi soit impliqué pour qu'on dise que non, même si on n'est pas en ce qu'on appelle un accord, il n'y a pas un accord formel, eh bien, le FMI, au titre du chapitre 4, a apporté son expertise et une assistance technique, un accompagnement technique. Les chances sont là. Mais il faut que nous prouvions la gestion, que nous fassions preuve de la bonne gestion. Pourquoi? Parce que le Premier ministre pourra peut-être se déplacer à Washington. Je vois déjà certains membres du gouvernement aller à Washington. Il est fort possible qu'avec le Fonds monétaire international, compte tenu des difficultés que nous avons aujourd'hui, que nous puissions bénéficier de ce qu'on appelle les appuis budgétaires. Les appuis budgétaires, c'est de l'argent que le Fonds monétaire débourse
pour venir au secours des économies en difficulté. Donc, il y a une ardoise d'à peu près 350 millions de dollars, ce n'est pas peu d'argent, qui peut être débloqué. Ça fait 3 ans, on ne recevait pas. On peut également prétendre, écoutez, on était en difficulté, vous ne nous avez pas assisté, voilà nos problèmes, est-ce que vous pouvez nous venir en aide? Donc, le Fonds monétaire international est disposé à nous aider. Mais, le problème, c'est la bonne gouvernance. Est-ce que nous allons respecter les cahiers des charges? Parce que quand le gouvernement va aller là-bas, il va déposer ce qu'on appelle la lettre d'intention. C'est un engagement qui dit qu'écoutez, vous allez m'aider, moi je vais faire patte blanche, je vais gérer l'argent comme il se doit, je vais faire ceci, cela, et vous viendrez faire les suivis et je vais me conformer. Est-ce que le gouvernement va se conformer? Parce que nous avons des problèmes avec les recettes à l'interne. Nous ne mobilisons pas assez de moyens, nos régions ont des très grandes difficultés. Pour entrer en matière, évidemment nous avons des vraies difficultés aujourd'hui pour la mobilisation des recettes. Ce n'est plus un secret, et il y a même un frémissement, au niveau du taux d'échange. Le gouvernement s'est expliqué. Le président de la République, depuis quelques semaines, avait déjà réuni son gouvernement et a mis en place des mesures. On a parlé des 28 mesures pour faire face à ce qui avait été perçu comme un choc puissant sur la stabilité du cadre macroéconomique. José Naoueche, nous sommes toujours dans la décentralisation, parce que vous voyez, nous étions dans une économie qui évoluait sur base des 11 provinces. Maintenant, nous passons à 26 provinces, avec une économie quand même qui commence à frémir devant des échéances électorales dont a parlé tout à l'heure Jérôme, avec une difficulté d'avoir des ressources pour pouvoir faire face aux défis politiques, économiques et sociaux. Mais nous sommes encore dans l'état des lieux de la question. Oui, je vais commencer par la fin de Jérôme. Jérôme il a abordé, moi je crois que c'est le nerf du problème, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, pour dire les choses simplement. Si les nouvelles provinces ne reçoivent pas les ressources nécessaires pour s'assumer, nous risquons, mutatis mutandis, de connaître le même problème que nous connaissions, tu l'as dit Willy, dans les 11 provinces. Ce sont les mêmes types de problèmes que nous allons connaître avec 26 provinces. C'est quoi fondamentalement le problème? Le régionalisme constitutionnel fait des provinces les vrais piliers du développement du pays, ce qu'on appelle le développement autocentré, à partir de la base. Mais ce développement-là ne vient pas avec de l'incantation. En même temps qu'on transfère des compétences à ces provinces-là, en même temps, il faut transférer surtout les moyens. Parce que si ces provinces n'ont pas les moyens de leur politique, eh bien, nous aurons tout simplement multiplié les problèmes que nous avions avec 11 provinces. Ça va 26. C'est ça le problème de fond. Alors, cela dit, je crois que vous l'avez relevé aussi, chacun d'entre nous, il y a eu une polémique au départ de ces provinces, de la naissance de ces provinces, quoique constitutionnelle. Et je remonterai même jusqu'aux années Mobutu. Mobutu qui a commencé la décentralisation, et puis la province du Kivu qui avait été prise comme modèle pour l'impulsion de ce à quoi nous assistons aujourd'hui. C'est que fondamentalement, ce pays a souffert, il continue à souffrir d'ailleurs de ce qu'on appelle le jacobinisme. C'est-à-dire que les jacobinismes quinois. On a réduit, nous tous, nous avons réduit ce pays à la ville de Kinshasa. C'est un système très jacobin, très centralisateur, tout c'est Kinshasa. Et les provinces, finalement, c'est des espaces qui sont là depuis longtemps, où rien ne bouge pour caricaturer un peu. Et donc, la dynamique actuelle, si elle est accompagnée, si elle est soutenue, va faire en sorte que le centre de gravité du pays ne sera pas uniquement Kinshasa, va faire en sorte qu'il y aura des dynamiques de développement au niveau de nos provinces. Oui, mais c'est là, c'est facile à dire, mais le plus difficile, on va en parler, c'est finalement
que l'on applique la Constitution et toute la Constitution. C'est-à-dire que l'opération transfert de compétences, l'opération transfert des charges et surtout l'exercice transfert des moyens suivent. Si ça ne suit pas, eh bien, on aura les 26 provinces qui ressembleront comme des gouttes d'eau aux 11 provinces actuelles. Alors, évidemment, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes à Espace Républicain. Nous parlons du découpage territorial comme étant un atout. Alors, nous allons essayer d'examiner, allons un peu en profondeur, les hommes et les ressources. Il y a eu 26 nouvelles provinces. Des hommes viennent d'arriver à la tête de ces provinces. Qui sont-ils? Que peuvent-ils? Quels sont les atouts sur lesquels ils peuvent s'appuyer? On prendra comme ça au hasard, province après province, chacun selon son choix. Alors, je vous en prie. Oui. Je crois qu'il y a une passerelle fondamentale que je voudrais emprunter à la suite des interventions de Jérôme et de José, qui ont insisté sur l'accompagnement qu'il faut pour que ces provinces soient viables sur le plan opérationnel. Le premier accompagnement ou le premier préalable, le premier défi qu'il faut relever, c'est le défi administratif. C'est-à-dire que les provinces sont créées, mais il faut qu'il y ait des animateurs. C'est pour cette raison que la loi portant statut du personnel des services publics de l'État, qui est pratiquement en train de terminer sa navette, sa promulgation par le président de la République, est extrêmement importante et très attendue, parce que ça permettra à ce que un ministre qui est au gouvernement central, s'il a des services qui vont jusqu'en province, jusqu'au niveau des entités territoriales décentralisées, que sont la ville, les territoires et les secteurs, puisse avoir quels sont les répondants, quelles sont les personnes qui vont relayer sa décision. Sinon, on aura construit des maisons, mais il n'y aura pas d'habitants ou d'occupants. C'est ça l'important. Donc il faut qu'il y ait cet accompagnement administratif. Le deuxième accompagnement ou le deuxième préalable, c'est le préalable financier ou économique, quoi que les amis ont dit. C'est pour cette raison que la promulgation également de la loi sur la Caisse nationale de péréquation est très attendue et très importante, parce que c'est cette caisse-là qui va niveler ou équaliser les déséquilibres en termes de potentialité, en termes de richesse qu'on trouve entre les richesses. On peut aujourd'hui démontrer que des provinces comme l'Ituri est plus riche que la province de la Tchouapa. Même si on rentre dans le Grand Équateur, on peut démontrer que la province d'ici d'Ubangui, malgré qu'elle est la plus petite des 5 provinces de l'Équateur, elle est quand même la plus favorisée des autres provinces. Comme mais c'est justement, ça veut dire que nous sommes dans... Alors, vous allez continuer, oui. Il ne faut pas qu'on arrive, parce que dans une émission comme celle-ci, nous devons être très concrets. Oui. Nous sommes suivis par des personnes qui prennent même note. Hein. Oui. Nous sommes dans ce qu'on appelle une phase de transformation structurelle. Tout à fait. Le pays est en train de se transformer. Avec 11 provinces, on avait peu d'argent. Avec 26 provinces, on va activer ce que moi j'appelle des niches pour que l'argent puisse, pour qu'on produise de nouvelles richesses. Alors, comment nous faisons? Même si les provinces pensent être pauvres, en réalité, elles ne le sont pas. C'est là où je venais. Je vous en prie. Très rapidement. Quelle est la spécificité de la Caisse nationale de péréquation? C'est un peu comme une sorte de réserve nationale. Et cette Caisse nationale de péréquation, en fait, ce sont des finances, c'est des fonds qui vont financer des programmes de développement de manière équilibrée et équitable dans des provinces les plus défavorisées, mais aussi dans les provinces les favorisées. En d'autres termes, la Caisse nationale de péréquation interviendra plus dans des provinces qui sont entre guillemets défavorisées que dans les provinces qui sont favorisées. Mais aujourd'hui, quelles sont les... Parce que je veux savoir quelles sont ces provinces-là. Je voudrais terminer rapidement. Les provinces les plus riches aujourd'hui, ce sont des provinces qui ont des structures qui génèrent des recettes plus que les autres. Par exemple, la province du Congo central aujourd'hui, on sait qu'avec le port, avec la route nationale, les péages et tout, génère de loin beaucoup plus d'argent que la province de Sankourou, quelle que soit sa grandeur. C'est ça le vrai problème. Alors, on a parlé des difficultés d'argent, Banque mondiale, oui, c'est vrai. Mais attention, en termes de budget de financement de ces provinces, il y a 2 étages de budget. Il y a le budget national, quand on dit que le gouvernement central présente un budget de 8 millions, 9 milliards, ça ce sont des recettes à caractère national. Mais chaque province a son budget. Merci, à chaque gouverneur de se montrer. On reviendra avant. Vous savez, par rapport aux atouts, moi je veux rêver. Je veux rêver, je veux croire
qu'il est possible de voir autrement. Nous allons vous faire rêver. Très bien. Le potentiel fiscal est énorme en République démocratique du Congo. Je dois donner quelques chiffres. Nous sommes plus ou moins 70 millions de Congolais. Et je voudrais vous informer que moins de 500 000 personnes physiques et morales confondues sont en ordre avec le fisc. C'est qui est extrêmement grave. Donc, la capacité contributive est là. Donc, nous manquons des structures pour capter l'argent qui est disponible. Voilà. Et il se pose un problème de fond. Est-ce que nous avons des managers? Il vous souviendra, j'étais avec vous sur une chaîne de télévision lorsqu'on avait organisé la formation, les séminaires. D'abord, j'avais dit, on vient de les nommer, il faut qu'ils passent dans un séminaire. J'avais même proposé, nous sommes prêts, nous avons l'expertise pour apprendre à nos dirigeants comment ils peuvent mobiliser, d'abord manager et mobiliser les ressources. Je vous dis qu'il n'y a aucune province pauvre en République démocratique du Congo. Les richesses, les fabuleuses richesses naturelles existent dans toutes les provinces. Et la première richesse, c'est l'homme. Même l'homme. L'homme, c'est la première richesse. Il est question de créativité. Bien sûr, le gouvernement central ne rétrocédera jamais les 40%, même si c'est constitutionnel, vu le problème du moment. Vous n'avez qu'à voir depuis qu'on a commencé en 2006 avec cette constitution. Ce qui est anormal. Donc on essaye de faire avec les disponibles. Mais l'investissement le plus important pour booster la croissance de ces provinces, c'est l'impôt local, les taxes, les recettes et le management. Si on a des gouverneurs qui comprennent, et je suis content, je constate que le gouvernement central est en train de mettre sur pied des réformes au niveau de l'administration. Donc il y aura d'autres experts qui seront formés au niveau de l'administration publique qui vont aller dans ces provinces-là. Il est question de créer des taxes, de créer et surtout de les canaliser. Nous avons un problème de la mauvaise gouvernance. Jérôme, les taxes, c'est une pression, c'est un prélèvement de l'État sur une activité. Est-ce que ces provinces ont une économie pour qu'on crée des taxes? Non, les taxes, vous savez, on peut créer les taxes même avant que les activités ne commencent. Et il faut rentabiliser les activités qui existent. Le problème, c'est que nous sommes en face de certains dirigeants qui sont inciviques. Nous sommes l'unique pays au monde où on peut naître, grandir et mourir sans avoir payé l'impôt. Je vous donne un exemple, l'impôt professionnel sur les rémunérations. Jusqu'au moment où je vous parle, seuls les députés nationaux et sénateurs sont en train de s'acquitter malgré tout de cet impôt. Au niveau des provinces, les députés provinciaux, les gouverneurs des provinces ne payent même pas l'impôt professionnel sur les rémunérations. Alors ils attendent que au niveau international, on leur envoie de l'argent. Eux-mêmes sont des inciviques, ça n'a pas de sens. Merci Jérôme. Oui, je voudrais voir l'autre côté de la réalité fiscale, évoquée par Jérôme. Parce que pour imposer, il faut qu'il y ait déjà une réalité, il faut qu'il y ait déjà un produit. Mais positionnons-nous au niveau de la création du produit qui va être imposé. Donc moi je pense que, j'ai dit tout à l'heure que nous sommes à l'orange, on va vers les verts. Moi je crois que toutes ces provinces ont chacune un atout ou plusieurs atouts. Parce qu'aujourd'hui, il est illusoire de croire que la richesse, ce serait peut-être les recettes fiscales simplement, ce serait peut-être les matières premières. José Makila a par exemple dit que pour lui, l'agriculture demeure l'objectif. C'est la priorité des priorités. Et je pense qu'aujourd'hui, même avec la chute des métaux, on se rend compte qu'on revient aux fondamentaux, du genre l'agriculture. Moi, je pense que toutes ces provinces ont chacune sa spécificité et chacune sa chance pour pouvoir décoller. Pourquoi? Parce que les développements chez nous, il provient de deux niveaux. D'une élite visionnaire qui comprend, et d'une population à la base disciplinée aussi. Voilà, voilà. Et nous avons une population à la base qui en veut, comme on dit. On a vu rien quand on a découpé ces provinces, comment est-ce que les gens se sont positionnés. Ils se sont appropriés de ces provinces, c'est devenu leur bien. Alors là, il y a maintenant la capacité managériale des gouverneurs.
ils doivent mettre tous ces gens parce que c'est des énergies. Moi, je voudrais qu'on change un peu de position chez nous ici. On est plutôt beaucoup plus des demandeurs d'emploi que des créateurs du travail. Merci, John. Je pense que nous pouvons créer du travail. Voilà. Et il nous reste autour de 20 minutes. J'ai deux grandes questions que nous devons absolument épuiser. Oui. Sinon, je partirai insatisfait. Alors, on va essayer de les regrouper, ces deux questions-là. La question de Zatou, est-ce que je ne vois pas, vous ne citez pas les provinces, vous ne citez pas les gens. Moi, je veux que vous me dites, par exemple, bon, le Kassai oriental, il n'y a plus rien. C'est resté un petit territoire comme ça. Bon, mais il ne faut pas pleurer, il y a moyen. Le Lomami là-bas, bon, où les députés provinciaux ont passé leur première nuit sur des bancs d'école. Bon, mais ne pleurez pas, il y a quelque chose. J'aurais voulu qu'on en parle. Mais beaucoup plus aussi sur la citoyenneté. Vous avez les deux questions qui nous restent. Alors, vous allez prendre parole, José et Mbolisson, pour être plus précis, parce que nous devons nous connecter aussi. Rappelez-vous, nous avions parlé dans cette émission de notre vision à long terme, que nous avons appelé le plan stratégique. Vous vous rappelez que le pays veut être émergent d'ici 2030-2050. Alors, nous faisons aujourd'hui de ce qu'on appelle le moyen terme et le court terme. Comment nous connectons ce que nous faisons aujourd'hui à notre vision générale? Comment le découpage peut se connecter à la grande vision que nous avons défendue depuis le début? Ce sont trois questions que j'ai posées, vous les prenez, nous allons peut-être conclure. José. Oui. D'abord, le problème des profils. Oui. Il est fondamental. Malheureusement, il est limité par quoi? Par les contraintes de cette démocratie représentative, là où nous sommes. Ce n'est pas forcément la compétence qui prime dans l'élection de tel ou tel. Ce n'est pas une maladie africaine, même ailleurs, on a vu des gens très moyens, mais populistes et être portés au pouvoir. Donc ça, c'est un vrai problème. Et je crois que nos gouverneurs, pas seulement les nouveaux, tous les gouverneurs ont besoin d'être coachés. Je crois que c'est ça le terme. Il faut coacher nos gouverneurs, pas seulement nos gouverneurs, il faut coacher tous nos cadres territoriaux, de la territoriale. Ça, c'est un élément qui me paraît important. Il faut qu'ils aient une feuille de route. Tu es gouverneur, quelle est ta feuille de route? Tu es à la tête du Sud-Ubangi, tu es à la tête du Lualaba, ma nouvelle province. Oui. Quelle est ta feuille de route? La plus riche entre nous. D'ailleurs, là aussi, nous devrions sortir du conditionnement minier. Parce que par province la plus riche, on dit non, là il y a le cuivre. Non, je crois que ça nous a énormément desservi. Il n'est de richesse que d'hommes, premièrement. Et deuxièmement, je crois que John l'a dit, toutes nos provinces sont riches. Tout le problème, c'est que nous n'arrivons pas à traduire ces richesses potentielles en richesses réelles. Ça pose un problème de vision, de management. On revient encore à la vision. Mais il y a un deuxième aspect du problème, c'est la problématique de la citoyenneté. Le grand danger que nous devons évacuer, l'hypothèque les nouvelles provinces, c'est que très souvent les découpages territoriaux se confondent avec les découpages ethniques. Voilà. Des provinces renvoient à des ethnies. Et ça, c'est un vrai danger pour la cohésion nationale. Parce qu'en réalité, dans le débat, le débat politicien, même le débat tout court, la fameuse petite géopolitique provinciale est revenue. Ah, mais lui, Willy natif de Kolwezi, mais il n'est pas du Lualaba. Mais il ne peut pas être en même temps natif de Kolwezi et ne pas être du Lualaba. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Et ça, c'est un vrai débat. Et nous, les républicains, nous devrions tout faire pour ne pas identifier nos provinces à des ethnies. Nous ne sommes pas en train de parler d'ethnie. Le régionalisme constitutionnel, en réalité... C'est la relation à la cité. C'est la relation matérielle, la citoyenneté. Oui. Voilà. C'est comme le fédéralisme, c'est comme l'unitarisme fortement décentralisé. Ce n'est que des modes de gestion du territoire. Mais il faut qu'on se garde de tomber dans ce qu'on appelle l'ethnicisme.
On est là, Sud-Ubangi, c'est pour les Ngwaka. Nord-Ubangi, c'est pour... Non, c'est pour les Congolais. Nous serons minoritaires dans ces provinces. Nous serons minoritaires, non. Nous sommes minoritaires dans l'Ombrie. Voilà, si nous commençons à... nous sommes minoritaires dans... Oui, et Diane a donné cet exemple-là qui est malheureusement illustratif de ces dangers contre lesquels nous devons lutter. Parce qu'ici, nous voulons construire la citoyenneté congolaise. Tu es congolais, tu es originaire du Maniema, mais tu vis à Kinshasa depuis longtemps, comme Jérôme. Jérôme contribue à l'essor de Kinshasa. C'est un Quinois. Donc c'est un Quinois. Mais quand on parle maintenant de répartition, il dit non, je suis de Maniema. Oui, alors, ça veut dire que là il y a cette escroquerie politicienne qui fait que Diana, qui vit à Kinshasa depuis plus de 45 ans, mais Diana, il croit qu'il représente Gungu ici, le quota de Gungu. Ça, je crois que c'est une escroquerie politicienne, oui, et malheureusement, qui comme une gangrène, ça nous touche même nous autres. Alors, il faut combattre ça, et je termine. Willy, tu as posé 3 questions. La question de citoyenneté, c'est double, pas d'une autre question, mais on peut l'analyser aussi d'une autre manière. Vous avez des opérateurs économiques. Vous avez des Africains, des Européens, des Asiatiques qui ont choisi notre pays comme leur seconde patrie. Ceux-là, ils sont établis dans toutes nos provinces. Et ils contribuent à l'essor de nos provinces. Alors ceux-là, quand on divise le pays, quand on fait la décentralisation, quand on fait on passe à 26 provinces, mais il faut sécuriser ces gens-là. Il ne faut pas qu'ils se sentent, maintenant que chacun regarde dans son nombril ethnique, ah non mais moi je n'ai pas d'ethnie donc je n'ai pas ma place ici. Donc le régionalisme constitutionnel, donc la décentralisation, les découpages territoriaux méritent un encadrement pas seulement institutionnel, pas seulement financier, mais aussi pédagogique. Nous pourrons donc envisager, dans le meilleur du monde, un encadrement de droits politiques, même de ceux qui ne sont pas des nationalités congolaises. C'est-à-dire, nous pourrions un jour voir des Chinois qui vivent depuis 25 ans à Féchi, aller voter pour avoir le bourgmestre. C'est comme M. Forest qui continue à être belge. Après toutes les années qu'il a passées au Qatar, il continue à être belge. Moi, je voudrais lui donner la nationalité de force. Très bien. Nous abordons chacun très vite. Puisque nous nous projetons dans l'horizon 2030, moi je pense que pour renforcer la cohésion et supprimer un peu l'éthnicisme, donc le fait que les gens veulent s'accrocher à leur tribu et consorts, on peut ouvrir. Même si ce n'est pas maintenant, on peut ouvrir. Parce que même ceux qui se portent candidats, gouverneurs, ils ont un programme. Si quelqu'un n'a pas réussi, il faut la méritocratie, il faut la compétence. Si vous avez présenté un programme et qu'à l'issue de votre mandat, vous n'avez que 30 sur 100, vous n'avez plus votre place. Alors, il serait mieux que nous puissions arriver à faire élire Willy Kalengai au Maniema, toi tu fais... Donc là nous renforçons la cohésion. Et Mobutu avait raison. Si au jour d'aujourd'hui nous sommes soudés, entre autres c'est à cause de ça. Quelqu'un du Bas-Congo pouvait être gouverneur. Regardez, la territoriale de non-originaire. Voilà, la territoriale de non... C'est lui qui est député aujourd'hui à Goma, Condé. Il est du Bas-Congo. C'est une exception. C'est une exception bien sûr, mais nous pour consolider. Parce que le problème c'est lequel? Si nous décidons à ce que le gouverneur de telle province doit être originaire seulement de telle province, ceux qui ont des compétences et qui ont vécu peut-être là-dedans ne peuvent pas avoir la chance de développer le pays. L'autre, il viendra avec ses frères et sœurs. Non, c'est notre tour maintenant. Comment vous voulez soutenir l'autre parce que c'est notre tribu qui est au pouvoir. Des choses comme ça, ça peut nous régresser au lieu de nous envoyer... Vous avez compris que nous sommes dans un vrai dossier. Alors nous reste très peu de minutes. Vous avez parlé des hommes, des atouts. Je crois que je voudrais aborder. Parlant de 26 provinces, je ne parle pas de 5 provinces qui n'ont pas changé d'animateur. Je considère que ce sont des meilleurs éléments parce que les familles politiques les ont préservés. Sur les 21 provinces dont les élections venaient d'être organisées, la majorité présidentielle a remporté 16 provinces et les indépendants, plus ou moins proches de l'opposition, ont remporté 5 provinces. La majorité présidentielle, je crois, je suis convaincu qu'elle a choisi ses meilleurs éléments.
parce que vous avez des cas, par exemple, de province de Lualaba, dirigé par Richard Mouyej, ancien député national, ancien ministre de l'Intérieur, donc c'est quelqu'un de compétent, de chevronné. Vous avez les Olomami avec le ministre Mbouyo, ancien des hydrocarbures, de l'Intérieur également. Vous avez ancien secrétaire général de l'économie. De l'économie pendant longtemps. Vous avez dans les Maïndombe Jantini Ngobila, ancien vice-ministre, ancien PCA des offices des routes, bien rodé dans la matière de gestion. Donc ce sont des bons éléments. Et nous pouvons leur accorder toutes les chances. Ils sont là peut-être pour une année, parce qu'en réalité, ils sont en train de terminer faire le prolongement du mandat. La redevabilité. C'est exactement le Sénat, parce que c'est que nous devons dire à l'opinion que les 26 provinces sont fonctionnelles, du moins de manière indirecte, depuis février 2007. Les sénateurs qui sont là ont été élus sur base de 26 provinces. De sorte qu'on n'a pas aujourd'hui des sénateurs du Bandou, non. On a des sénateurs du Kwilu, sénateurs du Kwango, sénateurs du Maïndombe. Pour des provinces qui sont aujourd'hui dirigées par les indépendants, il faut voir que ce sont des personnes qui ont fait preuve de leur capacité à mobiliser les hommes et même à gérer. Vous avez dans les Sidou Bangui, on a parlé abondamment, José Makila, ancien PDG office des routes, ancien ministre des Travaux publics, ancien gouverneur de la grande province d'Équateur. Vous avez dans les Hauts-Touélé, Lola Kisanga, ancien ministre du Travail et Prévoyance sociale, ministre de son État, ancien gouverneur de la grande province orientale, rapporteur adjoint du Sénat. Donc c'est quelqu'un de chevronné. Et puis vous avez Anthony Bolamba qui vient à l'Équateur. Il n'est pas très connu du grand public, mais c'est quelqu'un qui est rodé dans les affaires Saint-Jean, qui est rodé. La seule exception, c'est peut-être dans la Mongala, où les jeunes bienvenus et Simba n'a pas beaucoup d'expérience. Il a été député national du MLC, il est toujours MLC. Et donc, il devrait s'entourer des personnes qui sont rodées. Ce n'est pas une honte. On peut commencer une expérience, mais on peut faire des... Mais il faut partir sur de bonnes bases. Alors, on a dit que toutes les provinces sont riches, oui. Il faudrait que nous puissions repréciser les choses. Toutes les provinces de la RDC sont potentiellement riches, mais toutes les provinces ne sont pas riches au même degré. C'est pour cette raison que la clé de la croissance rapide aujourd'hui, c'est l'exploitation rapide de ces richesses qui sont latentes, qui sont en train de chômer. Par exemple, aujourd'hui, si on n'accélère pas le processus d'exploration du bassin pétrolier de la cuvette centrale, qui commence par le Maïndombe et qui va jusqu'à l'Équateur, jusqu'à la Chuapa, dans le bloc C de la cuvette, vous le connaissez, les Maïndombe, la Chuapa ne vaudront pas un penny demain. Il faudrait qu'on accélère le processus de valorisation de ces richesses, sinon ce sera des provinces qui sont riches, c'est là où on peut du diamant facilement. Nous allons prendre, merci beaucoup, on va prendre Diana et puis on va atterrir. Oui, je voulais dire ceci. Pour bien rêver, nous devons tenir compte de l'expérience. Ce n'est pas pour la première fois qu'on change le nombre de provinces. Moi, je me souviens à l'école, nous chantions Kivu, Katanga, Kasaï, Léo, Équateur oriental. C'était 5 provinces. Non, c'était un ancien. J'allais le faire. 5 provinces. On est arrivé à 6 ou 8, on a changé. Mais cette fois, nous devons prendre cela en compte, que ça ne soit pas de simples découpages pour que chacun élargir l'assiette de distribution de poids. Moi, je pense que la chance pour cette fois, c'est que ce découpage s'accompagne d'un plan stratégique de développement. Et il faudrait que la province devienne l'élément principal de ces plans stratégiques. Ça, c'est un. De deux, il y a une politique du chef, que le chef de l'État avait lancée, mais malheureusement dont on ne parle pas, le regroupement des villages. Moi, je pense regrouper. Quand vous allez vous quitter Kananga, vous allez là-bas, vous êtes amené à demander 3-4 maisons. Mais comment vous allez développer ces 3 cases-là quand? Mais si vous le mettez ensemble, il y a émulation, il y a création. Et le ministre Kapanzi a fait l'expérience chez lui en faisant une petite centrale. Et les hydroélectriques. Autour de cette centrale, une petite cité avec un développement en train de se faire. Alors c'est pourquoi ici on a parlé de ces gens-là, de chevronnés, de ceci. Moi je voudrais qu'ils soient des managers. Moi je refuse que les gens souffrent du syndrome talon. On croit qu'il suffit d'être un homme d'affaires pour bien gérer un pays ou bien gérer, un mandat. Je voudrais... Pour ceux qui ne le savent pas, Talon c'est le nouveau président béninois. Bon, tous les hommes d'affaires passent mandat. maintenant parce qu'ils ont géré leurs entreprises, ils vont gérer le pays comme... Ça c'est du Diana. J'ai dit que ce n'est pas possible. Moi je voudrais plutôt que tous les gouverneurs soient des animateurs.
Des véritables animateurs. Parce qu'un animateur peut créer des moyens à partir de rien. Le manager, il vient gérer ce qu'il trouve, mais l'animateur doit partir de rien. Et ce pays avait peut-être prévu cela. Nous avons des ISDER qui forment des animateurs ruraux, qui doivent encadrer les paysans pour produire. Mais ces gens-là, on les forme pour eux. Ici, à Kinshasa, on a formé des animateurs. C'est quoi? Les gens qui peuvent créer la nouvelle citoyenneté. Faire apprendre aux gens que vous avez d'abord une même identité pour faire disparaître et les gens pour se prendre en charge pour parler comme vous êtes. Mais ces gens-là, ils sont formés, ils sont là. Moi, je pense que le plan de stratégie ici, moi, c'est ce qui me fait rêver. Et ça me fait rêver dans la mesure où réellement on s'y met. Et on s'y met réellement en utilisant j'attends à ce que dans quelques jours, qu'on puisse appeler ce gouverneur-là, ici, après le fiscalisme de ce cas, qu'on leur apprenne à être des animateurs réels. Des animateurs réels de leur province. Merci Diana. Alors, il nous reste 5 minutes pour terminer. Bon, évidemment, nous avons dit ceci, c'est une mesure provisoire. Il y aura des élections, nous supposons dans quelques mois ou dans quelques années. Bon, tout ça, ça dépend des hommes politiques. Mais les élections vont-elles être un atout ou vont nous faire reculer au regard des difficultés que vous venez de soulever? Nous avons dit, et je répète pour ceux qui nous suivent, que à la base, la citoyenneté est plus importante que l'identité ethnique. À la base, parce que c'est à la base que la matérialité même de vos actions se manifeste. Et que, d'une certaine manière, nous devons donner nos provinces à ceux qui y vivent et qui peuvent les transformer. Pas à ceux qui les revendiquent et qui vivent loin. N'est-ce pas? Hein, comme nous les gens ici qui sommes à Kinshasa et qui réclamons tout le temps d'appartenir à des provinces dans lesquelles nous allons rarement. Alors maintenant, la dernière question, et c'est peut-être la fin, comment faire pour que l'élan qui est né dans les provinces, ça commençait quand même un peu, qui au là-bas, qui au Lomami, qui à Batouélé, j'ai vu même des routes sorties des forêts comme ça. Bon, comment faire que cet élan soit consolidé et renforcé et ne puisse pas se perdre par les jeux électoraux, par les élections? C'est la dernière question. Chacun de vous a 30 secondes pour lui répondre. Nous devons retenir une chose très importante. La décentralisation est irréversible. C'est irréversible. Mais cette décentralisation doit se faire dans la démocratie. Donc ceux qui viennent pour gérer doivent avoir le sens du devoir de la redevabilité. Et ceux qui sont gérés doivent avoir en eux ce qu'on appelle le sens du contrôle citoyen. Les deux vocables qui sont véhiculés aujourd'hui au niveau des Nations Unies. La redevabilité, c'est tout simplement le fait qu'un gestionnaire de la chose publique rend compte publiquement de tout ce qu'il fait. Il n'est pas dans des histoires de combines floues. Et le contrôle citoyen, c'est le fait que les citoyens, les habitants de la cité, ont le devoir de demander des comptes à celui qui les gère ou à ceux qui les gèrent. Ces deux stratégies peuvent nous amener, et quand tu as mal géré, la sanction arrive, et par la voie des îles. Merci Jérôme. José. Oui. Jérôme a tout à fait raison, mais sauf que il ne faudrait pas non plus qu'on rentre dans... Est-ce que c'est pas de l'angélisme, mais dans la... Tu vois, ça ne doit pas être, ça ne doit pas être désincarné, ce que nous disons. Si nous disons la citoyenneté, nous disons la redevabilité, ça implique quoi? Ça implique que nous sommes dans un système où justement les élus, qui sont les députés provinciaux, demandent des comptes aux détenteurs du pouvoir exécutif, à l'échelle nationale comme au niveau de nos provinces. Mais malheureusement, Jérôme, tu ne seras pas surpris par ce que je vais dire, malheureusement jusque-là on a le sentiment quand même qu'il y a des relations plus ou moins incestueuses entre les élus provinciaux et le peuple, les citoyens. Mais malheureusement, nous sommes dans des grands électeurs. Malheureusement, nous sommes dans les une contrôles démocratie. Citoyens, ce sont les citoyens. Oui, nous ne sommes pas dans une démocratie participative. Ce que tu dis aurait beaucoup plus d'effet si on était dans une démocratie participative. Nous voulons y arriver. Nous sommes dans une démocratie. Nous devons y arriver. Nous allons. Oui, est-ce que je vais terminer? Merci. Non. Nous sommes dans la démocratie représentative. Vous élisez les gens.
C'est eux. C'est eux qui parlent en votre nom. Est-ce qu'ils parlent réellement en votre nom? Ça, c'est une grande question au vu de l'expérience. Donc, c'est ça les limites de l'exercice. L'autre limite de l'exercice, c'est que dans la première émission, on avait parlé de la culture citoyenne. Vous savez, est-ce que nous sommes déjà au niveau de la culture de participation? Il me semble que la majorité d'entre nous, malheureusement, la masse critique étant ce qu'elle est, elle est encore au niveau de la culture des suggestions. Si nous sommes à 500 000 à payer l'impôt sur 60 millions, oui. Donc, vous voyez un peu le déficit. Alors, moi, je crois que la dynamique qui a commencé, elle est positive. Vous savez, le problème, l'important pour nous, c'est de voir comment transformer ces défis en opportunité. L'opportunité ici, en l'occurrence, c'est quoi? Vous savez, quand vous voyez les images dans nos provinces, je prends le Kwango, je prends etc. Parce que Kenge est devenu chef-lieu d'une province. Ça signifie qu'aujourd'hui, à Kenge, il y a nécessité absolue qu'il y ait un bâtiment qui s'appellera gouvernorat des provinces. Mais si le centre du Bandundu était à Bandunduville, Kenge resterait les petits coins, etc. Donc je crois que quelque part, merci José. Oui, merci. On est dans une dynamique qui peut s'avérer finalement positive pour le pays. Merci. Alors, John Gomba, très rapidement. Deux choses. Il faudrait que, au-delà, en dessous du plan stratégique national, qu'on puisse s'asseoir sur les territoires. Les territoires doivent être la brique qui construit désormais la nation. Deuxièmement, il faut que nous développions des cercles vertueux au bénéfice de la République. C'est très important. Et cela peut nous permettre de contourner toutes les difficultés qui peuvent, toutes les contingences qui peuvent surgir sur la route de la démocratie. Merci beaucoup, John. Vraiment, c'était un John d'une concision et d'une inspiration très exemplaire. Diana. Oui, je voulais dire ceci. Il n'y a pas de développement spontané. Le développement, c'est programme. Il ne faut pas nous dire les provinces, il y a le souci. Non, il faudrait qu'il y ait des actions. Et c'est pourquoi j'attends, dans les jours à venir, que après le plan stratégique au niveau national, qui a été réalisé avec les experts coréens, ainsi de suite, qu'il y ait un séminaire ou quoi, au cours duquel on va établir des plans stratégiques de chaque province. Et ce plan stratégique suppose qu'on évalue les potentialités de cette province, on voit les actions à mener, on dit à telle année on va mener telle action, à telle année on va mener telle action. Je pense que ça sera beaucoup plus concret pour que nous soyons dans le discours intellectuel, ainsi de suite. Merci beaucoup. Bruno Bolisson. Merci Willy Kalengay, tout en demandant à vous qui êtes le président fondateur de cet espace, s'il y a la possibilité d'organiser un volume 2 pour cette thématique, peut-être en nous orientant beaucoup plus sur la citoyenneté dans ces nouvelles provinces. Je voudrais que par rapport à votre question, pour que l'élan ne soit pas brisé, il faut que les gouverneurs des provinces élues ne puissent pas considérer les provinces comme des butins de guerre. Ils doivent comprendre qu'ils ont un défi délicat à relever, c'est de redresser rapidement ces provinces-là. Et pour le faire, il n'y a pas de magie. Il faut, rapidement mobiliser des moyens, ça part de là, avec des hommes, pour que ce développement soit rapide. Et chaque province, comme l'a dit Diana, chaque province doit déterminer quels sont ses points forts, quelles sont ses ressources qui traînent, qu'il faut mobiliser. Là où c'est l'agriculture, l'autre trouvera que c'est l'élevage ou la pêche, l'autre trouvera que c'est la valorisation du patrimoine foncier. Ainsi, on aura des provinces qui, 2 ans après, seront un peu beaucoup plus viables. Je suis content qu'aujourd'hui, quand vous allez à Bunia, par exemple, l'immobilier a pris l'ascenseur. Pareil pour Kisangani, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Donc, il y a un élan. Il y a le macadam à Kindu. Voilà. Donc, nous sommes en Bourgogne. C'est Jérôme bénéficie du macadam de Kindu. Quand nous sommes allés au musée, on s'embourbait. Oui, je me rappelle, quand nous sommes de l'aéroport jusque dans les... C'était la poussière et l'obscurité. Maintenant, il y a le macadam et la lumière. Donc, c'est positif pour le pays. C'est positif. Les choses peuvent changer. Kindu étant une des villes du Congo. Alors, je vais terminer cette émission par une anecdote qui sera celle qui est arrivée. Le président Ronald Reagan, le président américain, en tout cas, d'heureuse mémoire, était sous la pression de son peuple
parce que les Japonais qui étaient arrivés à Los Angeles et en Californie et partout là-bas achetaient beaucoup d'immeubles. On passe ici et c'est pour les Japonais, c'est pour les Japonais, c'est pour les Japonais. Alors les gens se plaignaient, un peu comme on dit, voilà, Batekimboka, et les Japonais sont partout. Alors Ronald Reagan, il était dans un week-end, on vient lui poser la question, le peuple se plaint, vous avez ouvert la porte, les Japonais sont partout. Il a dit, mais vous savez, ils construisent des immeubles, mais ils ne vont pas les amener à Tokyo. Ces immeubles-là sont construits ici, chez nous, aux États-Unis. C'est pour ça que c'est important de les laisser les acheter. Alors, vous voyez, vous comprenez donc que cette anecdote nous permet de régler la question de la citoyenneté. Chacun de nous, là où il est, là où il vit, là où il peut, il doit participer au développement de l'entité qui lui donne son séjour. Mesdames et messieurs, c'est donc par ici que, avec la recommandation de Bruno Borisson, nous allons essayer de voir si nous pouvons continuer dans une deuxième phase, cette émission de découpage, parce que nos provinces, c'est en réalité notre pays. Le pays, c'est les provinces, c'est pas la capitale. Merci donc d'avoir été à ces nouveaux numéros. Nous espérons que vous serez nombreux à nous écrire. Nous allons mettre notre adresse Facebook sur les écrans. Écrivez-nous, réagissez. Je voudrais donc saluer les téléspectateurs d'Éthiopie, ceux qui nous suivent de si loin, surtout les Congolais qui sont dans les institutions internationales, qui sont très contents de l'espace républicain, qui estiment que c'est un espace d'échange par lequel la République, la seule chose que nous avons en commun, peut survivre. Je voudrais aussi ici saluer, il n'est pas là aujourd'hui, Freddy Moulumba qui est parti au Maroc, c'est ça aussi le travail que nous faisons. Nous espérons le retrouver la prochaine fois. Mes amis, merci de votre participation. Aux téléspectateurs, merci de votre attention. Portez-vous bien. D'ici là, nous allons le retrouver. Au revoir. Au revoir.